Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, Georges David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Donc, avec Nathanaël Cohen, on a choisi aujourd'hui un thème lié aux crypto-monnaies lors d'un départ de France. Donc, alors c'est un véritable sujet parce qu'on voit aussi bien côté français qu'israélien de nombreuses demandes. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va d'abord expliquer un peu la problématique des crypto-monnaies, puis regarder le statut actuel en France, le sujet du transfert de domicile, et puis Nathanaël interviendra pour nous expliquer ce qui se passe en Israël au niveau de la traçabilité et au niveau des impositions. Alors, c'est des sujets extrêmement importants parce que deux remarques préalables. On voit aujourd'hui que de plus en plus d'épargne, et notamment chez les jeunes, vont vers de la crypto-monnaie. Et c'est une constatation vraiment importante, hein. On le voit en France, on a des études qui viennent de sortir qui le démontrent. Et deuxièmement, on a une sorte de course dans la fiscalité, dans le droit, pour essayer de trouver la bonne formule fiscale juridique liée aux crypto-monnaies. À tel exemple que Dubaï et les Émirats arabes veulent être la place tournante des crypto-monnaies ont sorti une nouvelle législation il y a à peine une dizaine de jours, et que déjà les autres pays sont en train de voir comment essayer de copier ou faire un peu comme eux. Alors, ils n'ont rien créé de nouveau, ils disent tout simplement on crée une licence de crypto-monnaie pour les sociétés qui veulent, et puis on va essayer de voir comment on trouve l'origine des fonds, puisque c'est ça aussi le sujet, c'est que les crypto-monnaies, par définition, on ne les voit pas. Donc, juste à titre préalable, et Nathanaël interviendra également sur cette partie, il faut juste expliquer ce qu'on appelle crypto-monnaie, c'est de la monnaie électronique qui repose sur la blockchain et qui, par définition, ne dépend pas de banque centrale mondiale et donc qui est totalement indépendant du dollar, de l'euro et d'autres monnaies. Et d'ailleurs, c'est un peu amusant parce qu'on voit effectivement, lié à la crise en Ukraine, un certain nombre d'opérations passant par des crypto-monnaies pour éviter l'embargo et notamment les problématiques avec le rouble. Donc, on peut acheter, en vendre, conserver, transformer. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire ma crypto-monnaie que j'ai, que ce soit de l'Ether ou une autre, je vais vouloir en faire du dollar, de l'euro. Alors, ça c'est un vrai sujet parce qu'on voit, et avec Nathanaël, il pourra vous le développer tout à l'heure, la question c'est que vous pouvez avoir beaucoup de crypto-monnaies, mais si personne ne vous change et que si vous l'utilisez uniquement de manière virtuelle, ça va quand même limiter l'utilisation. Donc, moi, je vois, par exemple, pour des clients à l'international, ils passent souvent par deux structures suisses qui ont reçu des agréments et qui transforment les crypto-monnaies en dollars ou en euros. Mais c'est vrai que c'est relativement compliqué à faire. Donc, on a la crypto-monnaie, on va dire classique, quelqu'un qui va investir, qui va faire de l'achat-revente, plus ou moins de manière importante. Et donc, on va voir tout à l'heure qu'il y a une qualification de professionnel. Et puis, on a ce qu'on appelle le minage. Le minage, pour faire simple, c'est quelqu'un qui va créer de la crypto-monnaie. C'est généralement, moi j'ai quelques clients qui font du minage, c'est des férus d'informatique qui donc font tourner des serveurs en permanence, consomment beaucoup d'électricité, de temps et vont donc créer et rajouter à la blockchain de la monnaie. Et donc, c'est un autre moyen de s'enrichir puisqu'ils vont gagner de l'argent en créant, par exemple, des bitcoins ou de l'Ether. Donc, voilà sur la présentation de la crypto-monnaie. Nathanaël, est-ce que sur cette partie-là, tu avais des compléments, des choses à rajouter?
Nathanaël, on ne t'entend pas. Ah, pardon, oui, voilà. Bon. Non, j'ai dit là, tu n'es toujours pas rentré du tout dans l'imposition, comment le fisc voit ça. On est d'accord là? Non, c'est juste pour la présentation et la vision qu'on peut avoir parce qu'il y a vraiment deux sujets, c'est la crypto-monnaie pure et puis le minage. Oui. Voilà, c'était juste sur ça, sur les Non, de mon côté. Et je sais pas si tu veux parler aussi des NFT aussi, que c'est à la mode en ce moment. Mais alors, mais les NFT, pour moi, c'est pas de la crypto-monnaie. Les NFT sont… moi, j'ai beaucoup de clients qui ont des NFT, donc parmi les spécialistes, et notamment les spécialistes français, les NFT sont censés être des œuvres d'art. Alors, je dis censé parce que je suis extrêmement réservé, qui dépendent de la blockchain, et donc on va considérer que même si tout le monde peut les voir, vous êtes le seul et unique propriétaire de cette œuvre d'art. Alors, c'est quelque chose de plutôt virtuel, puisque c'est quelque chose qu'on va voir dans le monde Internet ou dans le métavers. Mais je sais pas, je te laisse peut-être donner ta définition. Non, c'est juste dans tous les cas, par rapport à Israël, ils ne sont pas vraiment prononcés comme il le faut par rapport à l'imposition du NFT en lui-même. Déjà qu'ils essayent de mettre en place tout ce qui est Bitcoin, Ethereum et les cryptos et le minage en lui-même, et après ils vont passer, je pense, à la nouvelle mode. Mais c'est bon. Sinon, pour la présentation, il n'y a rien à rajouter. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, la fiscalité. Alors, pour bien comprendre ce dont si je peux me permettre, Georges, seulement, je n'ai pas bien compris ce que tu appelles le minage. Le minage, comme une mine, ça veut dire que la personne rentre et va aller, comme dans une mine, extraire de la monnaie. C'est un moyen informatique de créer de la monnaie. Alors, faut vraiment être féru, hein. Donc, il faut mettre des serveurs à disposition, voilà. Il faut utiliser l'électricité de la maison, tout mettre en place pour permettre à la création de cette monnaie-là. Moi j'ai des clients qui le font tous les mois, ils ont entre 5 et 10 000 euros d'électricité. Hein. Ouais. ça tourne et ils n'ont pas un seul serveur, quoi. Alors, sur la fiscalité, ce qui est important de comprendre, c'est le sujet de l'imposition. En France, on a une évolution qui a été votée par la loi de finances pour 2022, donc qui vient d'être votée. Et on va voir, il y a une évolution, on va dire à la marge. D'ailleurs, je vous parlerai peut-être des impositions dans le monde, on verra et comment se situe Israël par rapport aux autres pays. La France a une imposition plutôt classique lorsqu'on regarde sa fiscalité générale. Par contre, par rapport aux autres pays, on a une imposition plutôt élevée. On va toujours distinguer, et ça c'est quelque chose qu'on voit quasiment partout dans le monde, les investisseurs privés des investisseurs professionnels. Les investisseurs privés, la base, c'est l'imposition à la flat tax, qu'on appelle le PFU, à hauteur de 30%. Et maintenant, avec le nouveau régime à compter du 1er janvier 2023, pour les personnes qui ont des petits revenus, ils pourront opter au barème de l'impôt sur le revenu. Maintenant, l'investisseur professionnel, lui, c'est l'investisseur qui, dans le cadre de son activité, en fait une profession, et donc il y a une récurrence, c'est pas une simple opération comme on pourrait faire une opération de bourse 1 ou 4 fois ou 5 fois par mois, mais des opérations qui deviennent extrêmement régulières. Donc, ce qui va nous apporter la différence entre le privé et le professionnel, c'est la fréquence des opérations, et ça réside sur un faisceau d'indices. On a ces jurisprudences, on a l'habitude de les voir en matière de droit de fiscalité boursière, entre celui qui se contente d'avoir des titres et de les bouger 1 à 2 fois par mois, et puis celui qui les bouge quasiment tous les jours. Et là, dans ce cas-là, on n'est plus sur un taux d'imposition à 30%, on va passer sur une activité qui est aujourd'hui imposable en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et qui sera à l'avenir imposable soit au PFU à 30%, soit au BNC, bénéfices non commerciaux. Alors, élément important. On est bien d'accord que tu parles de l'imposition à partir du moment où on a changé la crypto-monnaie à nouveau en euros. C'est-à-dire qu'on a acheté une crypto-monnaie à 100, on la change en euros, elle est à 120,
et on est imposé Alors, sur la effectivement, différence, sur les 20. alors j'allais y revenir, mais effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le fait générateur de l'impôt, c'est le moment où on va convertir la crypto-monnaie pour avoir de l'euro ou des autres sommes. Je ne sais pas si en Israël, ce sera Alors, ce c'est pas du tout, On- c'est pas du tout comme ça. Alors, on- peut-être que juste sur cette phase-là, je dis le parallèle sur Israël pour qu'on ne perde pas trop le fil, à mon avis. Donc, en Israël, c'est simple. Il y avait aussi une grande discussion à la Knesset pour savoir est-ce que c'est considéré une devise ou c'est considéré un actif. À la fin, étant donné que c'était une monnaie qui était dangereuse et qui aurait pu être perdue, etc., ils n'ont pas voulu considérer ça comme une devise, mais comme un actif. Un actif en Israël, la plus-value sur un actif, c'est le capital gain, c'est de 25%. Quoi qu'il se passe, c'est-à-dire j'ai acheté à 100, il est monté à 120, sur ces 20-là, je paye 25%. En Israël, contrairement, je ne sais pas par rapport à la France, mais avant que ce soit considéré comme commercial ou professionnel, comme l'a dit Georges tout à l'heure, il y a vraiment 4 critères à vérifier. La connaissance, le savoir de la personne, le nombre d'iscaot qu'il fait, c'est-à-dire le nombre de transactions qu'il fait, est-ce que sa plateforme, il peut être 24 heures sur 24 à trader comme ça toute la journée. Est-ce qu'il a des employés pour ça? Est-ce qu'il fait plus de 100 000 opérations par mois? Bon, jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune jurisprudence, aucune, sur du commercial, à moins qu'il y en ait eu une hier et que je ne suis pas au courant. Mais ce qui est très important, c'est que par rapport à la question de monsieur de tout à l'heure, en Israël, c'est complètement contraire à la France. Et à chaque fois que je vois des personnes qui viennent au bureau en consultation, ils me disent non, en France, c'est pas comme ça. En Israël, si on a du Bitcoin qu'on a converti en Ethereum ou en quoi que ce soit, c'est considéré une transaction imposable. C'est-à-dire, pour chaque conversion, on ne parle pas seulement si on l'a changé en euros ou en dollars ou dans notre monnaie. Si on avait du Bitcoin, le Bitcoin est monté. Grâce à ça, on a pu acheter du Shiba. Et c'est-à-dire, on a pu acheter plus que ce qu'on aurait pu avec notre mise initiale. Par rapport aux impôts, c'est considéré un bénéfice imposable. C'est-à-dire, eux, ils voient, en hébreu, on appelle ça Mechira ou Amara. Mechira, c'est une vente. Amara, c'est une conversion. Que ce soit même une conversion, même en stablecoin, comme tout le monde pose à chaque fois la question, mais je n'ai pas encore pris, etc. Les impôts, ils disent, grâce à ton premier investissement, tu as pu acheter plus d'une autre crypto. Pour moi, c'est considéré un bénéfice imposé. Donc ça aussi, donc la différence pour l'instant, tout à l'heure, Georges parlait de 30 ou plus si jamais c'est du professionnel. En Israël, c'est 25. Professionnel, ça peut aller jusqu'à 50. Et concernant les impositions, c'est à chaque fois, même chaque conversion. Après, j'expliquerai comment le faire, quand, parce que c'est très, très compliqué d'imposer, de déclarer chaque opération qu'on fait. Alors, Nathanaël, ça veut dire que si j'avais 2 bitcoins que j'ai achetés à l'équivalent, disons, de 20 000 euros et que la semaine prochaine, en fait, ceci vaut 120 000 euros, je vais acheter une voiture en Israël avec mes 2 bitcoins, j'ai une imposition? Oui, bien sûr. À partir du moment où vous avez utilisé les bénéfices de ce Bitcoin, ne serait-ce que pour votre argent personnel, ou pour acheter une autre monnaie, ou pour acheter une voiture, c'est comme si on avait une action. Google, elle est montée, vous avez vendu l'action, vous avez acheté avec ça une voiture. Par Mais rapport si je aux les impôts, garde et qu'ils valent 120 000, je ne suis pas alors c'est imposé. exact. Non, voilà. Si vous les gardez et que ça va 120 000, non, vous n'êtes pas imposé. D'accord, mais excusez-moi, juste une petite question. Si les placements, parce qu'il y a des placements maintenant qu'on peut faire en crypto-monnaie. Donc, si j'ai des USDT par exemple et que je vais sur une plateforme de DeFi et que je les place à 6% et c'est payé tous les mois, comme ça, il faut que je les déclare et que je dois payer les 25% là-dessus. Ça, c'est un euro à masse. Mais le problème derrière, c'est que quand je vais les retransformer ensuite en shekels pour les revirer sur mon compte, je vais à nouveau devoir repayer les 25%. Je vais être imposé Alors, 50 du coup. Quand est-ce que... Alors, non, je peux pas être imposé deux non, fois. on n'a pas. Voilà, les impôts sont prononcés sur ça. Il n'y a pas de double imposition. Eux, ce qu'ils veulent voir à la fin, c'est combien on avait au début, combien on avait à la fin et combien on a gagné grâce à Shekel, ça. en Exact, shekel. oui, en shekel. Ça veut dire combien ces USDT-là valaient, combien on a investi, combien c'est monté. Et lorsqu'il y a eu le transfert après, le retour en shekel, combien on a gagné grâce à ça. C'est-à-dire, on fait un topo annuel, bien que normalement, selon la loi, c'est mensuel, mais je ne vais pas rentrer dans ça tout de suite. On fait un topo, combien on a gagné. Mais on ne va pas payer deux fois, parce qu'il y a l'intérêt qu'on gagne qui est différent, et il y a aussi la conversion en une autre monnaie aussi qui est différente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en D'accord. fait, à la fin, chaque bénéfice sera imposé. Ok. Georges? alors, Merci.
Ouais, juste petite précision quand même pour savoir ce qui se passe dans le monde. Dubaï, on a une imposition zéro et le Portugal, on a aussi une imposition zéro, sauf si l'on est en professionnel. Et ce que vous voyez sur le tableau qui a été préparé, les BIC ou ce qu'on appelle les BNC, généralement, lorsqu'on est en professionnel, on est plutôt aujourd'hui à l'impôt société en France, donc au taux de 25%. Sur l'activité de minage, une imposition au BNC. Donc, on voit quoi? On voit que, et ça je connais, j'avais pas les éléments, Nathanel, qu'en France, on a une imposition plutôt classique par rapport aux valeurs mobilières. Et la France aujourd'hui est dans ce raisonnement-là. Israël, a priori, suit également ce raisonnement-là. Ce n'est pas le chemin suivi par le Portugal. Alors, je ne parle pas de Dubaï, parce que comme Dubaï est un paradis fiscal, 0 plus 0, ça fait toujours 0. Mais au Portugal, où on a une imposition plutôt élevée généralement, l'exception concerne les crypto-monnaies. Et moi, j'ai un certain nombre de clients qui, effectivement, vont au Portugal pour ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs de savoir, c'est qu'au Portugal, l'imposition zéro n'est pas liée à l'option du régime NRH, donc l'équivalent du régime de l'ALIA pendant 10 ans, mais est dans la fiscalité portugaise. Et donc, l'imposition zéro, elle est prévue au bénéfice de tout résident fiscal portugais, et pas uniquement ceux qui bénéficient d'un régime de faveur. Et juste pour souligner, c'est toujours intéressant de voir l'évolution des sujets dans le monde par rapport à de la fiscalité plutôt récente. Alors, une fois qu'on a vu la fiscalité, l'applicabilité de la fiscalité, c'est l'élément est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe quand je vais quitter la France? Et l'élément essentiel et le premier réflexe, c'est de se dire, est-ce que j'ai une problématique d'exit tax? L'exit tax, c'est quoi? Je vous rappelle que c'est une déclaration qui va vous permettre d'avoir un sursis d'imposition sur les plus-values latentes de titres de société. Donc, le premier sujet qu'on s'est posé, c'est est-ce que les crypto-monnaies rentrent dans le cadre de l'exit tax? Donc, est-ce que j'ai besoin de dire combien j'en ai, mes plus-values latentes au moment où je quitte la France? Et puis, lorsque je vais avoir une opération de revente ou de fiscalisation, être taxé en France. Extrêmement important. Aujourd'hui, il est certain que les crypto-monnaies ne rentrent pas dans la définition de l'exit tax. Aucun texte ne le prévoit. Il n'y a pas d'exit tax pour les crypto-monnaies. Mais, et on cherche, nous, souvent, et puis on suit un peu l'évolution de tous les textes, parce que sur l'exit tax, il y a quand même pas mal de choses qui bougent. On se rend compte de quoi? On se rend compte que l'administration, plusieurs fois, a expliqué, et elle a dit qu'il n'y avait pas encore de fiscalité et d'exit tax sur les crypto-monnaies. Je suis persuadé qu'on va y arriver, parce que je ne comprends pas pourquoi on aurait une imposition latente sur des titres de société et pas sur de la crypto-monnaie. Alors, par définition, pour être dans l'exit tax, il faut soit avoir plus de 50% d'une société, ce qui ne sera jamais le cas en crypto-monnaie, ou avoir une valeur supérieure à 800 000 euros. Donc, on pourrait rentrer dans ce cadre-là. Et moi, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui partent de France vers des destinations comme le Portugal ou Dubaï pour justement aller réaliser leur crypto-monnaie. Excuse-moi, Georges, si je suis un peu novice en matière, mais je ne comprends pas. Comment on peut localiser les choses? Parce que sur l'exit tax en matière de plus-value, sur les titres, on sait que ce sont des titres qui sont détenus à tel ou tel endroit, mais sur une société française. Et lorsqu'on va les vendre, on ne sera plus résident français, on a donc l'exit tax. Mais les crypto-monnaies, comment est-ce qu'ils peuvent savoir où est-ce qu'elle est située? Il n'y a pas de localisation. Alors, il y a un sujet. Ce sujet existe de la localisation. Je n'ai pas compris. Je rappelle quand même que l'exit tax n'est pas lié uniquement aux sociétés françaises. On peut avoir, des titres de société
étrangères. Oui, mais où le teneur de compte est quand même en France. Non, pas obligatoirement. Non, 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 non. Moi, j'ai fait des déclarations d'exit tax sur des Euh, types de sociétés étrangères. Ce qui importe, c'est qu'on soit résident fiscal français. ouais. Et donc, non, mais le sujet posé, et c'est toute la problématique de l'applicabilité des règles fiscales, c'est que la crypto-monnaie, si vous ne la transformez pas ou vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, on est sur un système déclaratif, mais de toutes les manières, aujourd'hui, l'administration fiscale a aucun moyen d'aller chercher l'information. Parce qu'on a d'abord, c'est sur des plateformes Internet qui ne se situent pas en France, il n'y a pas d'obligation déclarative et il faudrait avoir une applicabilité dans les pays de l'OCDE avec des règles communes pour qu'elles puissent avoir des informations. Donc, avant que ça arrive, quand on connaît les sujets d'avenir de l'OCDE en matière de fiscalité, on a quand même un certain temps. Mais ce n'est pas parce que l'administration ne peut pas trouver l'information qu'elle ne peut pas émettre des règles. Donc, ces règles existent. Aujourd'hui, une personne qui a de la crypto et qui décide de partir, de quitter la France, n'est pas redevable de l'exit tax. Et c'est vrai que quand on combine avec Israël, on voit qu'il y a un gain, mais léger gain d'imposition par rapport aux 30%, mais sur d'autres destinations, on est quand même, quand on tombe à zéro, le sujet est d'autant plus brûlant. Donc voilà, pour ma partie qui est de parler… Excuse-moi une précision. Un ressortissant français, il a des titres sur une société américaine, aux États-Unis. Il décide, il part vivre en Israël. Il est en Israël. Quand il est en Israël, il bénéficie de l'exonération de 10 ans. Il vend à ce moment-là, en tant que résident israélien, ses titres américains. Comment est-ce que la France est au courant? Alors là, la France n'est pas obligatoirement au courant, mais la personne est censée faire une déclaration. Alors comment tu appliques l'exit tax? Ah, elle est Non, mais censée, oui, d'accord. c'est la confusion entre le fait que la France puisse avoir une information et le fait d'être taxé. La règle, c'est que normalement, cette personne devrait être taxée. Je vais prendre par exemple un autre point, un élément que moi je viens de voir sur un dossier entre la France et Israël. Un de mes clients a eu des stock options à Londres et à New York. Même lorsqu'il part en Israël et quand il va les vendre, il devrait être imposé selon la fiscalité française parce qu'ils ont été obtenus au moment où il était résident fiscal français. Maintenant, est-ce que la France a les moyens de vérifier? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand c'est coté aux États-Unis, ils ne vont pas aller chercher. Et c'est très compliqué de faire des recoupements. Alors, il faudrait aller voir la société et aller vérifier les comptes et se dire où sont les personnes. Donc voilà, mais ce n'est pas parce qu'on n'attrape pas les personnes et où on ne peut pas les attraper que la règle ne s'applique pas. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un monde, et c'est toute la difficulté, où on ne sait pas ce que les personnes ont. Moi, j'ai des clients férus d'informatique qui sont partis avec quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, ils ont quelques millions d'euros en crypto-monnaie. Donc, pour autant, ce n'est pas converti, ça ne se voit pas. Donc, ils pourraient partir demain à Dubaï. Tant que l'exit tax ne concerne pas les crypto-monnaies, ça ne pose aucune difficulté pour eux, ils ne sont pas en fraude. Mais je pense que Tu es en train de me dire qu'il y a une règle qui dit on n'a pas le droit de se garer là, mais comme on n'a pas de flic, de toute façon, on ne pourra pas vous mettre de PV. Bon, d'accord. Après, chacun prend ses responsabilités. Et ça, du coup, c'est intéressant, Nathanaël, de connaître côté israélien. Et je vais peut-être enlever la présentation et puis tu vas pouvoir… Ouais. Alors, côté israélien, déjà, on a 3 problèmes en Israël. Premier problème, c'est comment on déclare. D'ailleurs, Georges, tu ne nous as pas dit comment ça se passe par rapport à la déclaration en France. Et après, si tu veux, je reprends la déclaration des cryptos parce que je vais faire un parallèle avec Israël. Comment vous déclarez les bénéfices? C'est une fois par an? C'est une fois c'est une fois par an dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu. OK. Alors, en Israël,
ils ont voulu faire ça étant donné qu'ils ont considéré ça comme revar on, c'est-à-dire capital gain. C'est par exemple, on a acheté une maison, on vend une maison. Normalement, dans les 30 jours, on est censé déclarer le bénéfice gagné par cette maison. Mais c'est trop compliqué. La loi n'a pas encore changé, mais elle est censée changer. Déjà, en Israël, ils attendent qu'au moins une fois par an, les gens déclarent, parce que c'est rare encore. Ils ne sont pas vraiment mis en place. Il y a des sociétés comme Blockstacks qui s'occupent de ça pour condenser, concentrer tous les bénéfices. Les personnes prennent le concentré de Binance, par exemple, qui nous dit exactement les revenus qui ont été faits par an. Mais en Israël, on a 3 problèmes. C'est le moment de la déclaration, c'est le Oleh Hadash. C'est une très grande question par rapport aux 10 ans d'exonération. Je crois qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui l'a posé. J'ai vu cette question s'afficher. Gabriel qui a demandé qu'est-ce qui se passe concernant le régime de la Aliyah. Alors, il y a le Oleh Hadash, et à part ça, il y a le 3e point, c'est les banques. Alors, concernant la déclaration, comme je vous ai dit, une fois par an, faites-le pour l'instant. Au moins, faites-le une fois par an. Au moment de la déclaration, vous rajoutez dans le formulaire 1399, c'est un formulaire que les impôts ont donné, pour déclarer les opérations, les conversions et les bénéfices que vous avez eus. Maintenant, concernant le Oleh Hadash, c'est une très grande question. On sait que le Oleh Hadash, il est exonéré, c'est-à-dire le nouvel immigrant, est exonéré pendant 10 ans sur tous les revenus qu'il a générés en dehors du territoire israélien. Maintenant, un Oleh Hadash qui avait des actions à l'étranger lorsqu'il était Oleh Hadash, il avait investi sur une action, cette action est montée, il a vendu, il n'est pas imposé ni d'impôt ni de déclaration en Israël, ni d'ailleurs dans le pays où c'est, puisqu'il n'est plus résident de l'autre pays, il devient résident en Israël, donc la banque ne lui prend pas à la source, et donc en Israël, il n'est pas imposé. Maintenant, concernant les cryptos, les impôts ne sont toujours pas prononcés là-dessus. J'ai vérifié encore ce matin, vraiment, pour ne pas vous dire de bêtises. Il n'y a toujours pas de règle. Bien que normalement, ils ont dit qu'ils vont vérifier où l'investissement premier a été fait, où se trouve le portefeuille d'actions de crypto que vous avez, et est-ce que vous avez généré quelque chose via Israël ou non. Maintenant, c'est très compliqué de vérifier, c'est très délicat. Dans tous les cas, aujourd'hui, un Oleh Hadash qui avait des cryptos, qui est venu en Israël, à 90% des personnes que je connais n'ont pas déclaré. Mais de toute façon, on a un autre problème. Le problème qu'on a par rapport à Israël, c'est le problème des banques. C'est-à-dire que même si vous déclarez, vous pouvez déclarer vos bénéfices que vous avez gagnés et générés via le crypto. Les impôts vont être très contents de vous imposer, vont vous sortir un avis d'imposition à 25% sur les bénéfices que vous avez gentiment remplis. Mais le problème, c'est que la banque n'accepte pas cet argent. Enfin, n'accepte pas dans la plupart des cas. Il y a eu quelques jurisprudences là-dessus, j'en ai parlé quelques fois, j'ai fait des articles là-dessus d'ailleurs aussi. Il y a eu des jurisprudences de personnes qui ont gagné vraiment avec de l'argent de salaire. C'était très facile de prouver la provenance des fonds et la banque a quand même refusé cet argent. Maintenant, Israël avait promis, c'est-à-dire la Banque d'Israël avait demandé à toutes les banques que jusqu'à la fin de l'année 2021, il y ait des instructions aux banques pour ne pas qu'ils refusent catégoriquement tous les revenus générés par le crypto, mais qu'au moins une personne qui peut prouver la traçabilité des fonds et prouver que ce n'est pas un escroc, qu'il n'a pas mis dans un change, qu'il a renvoyé là-bas, qu'il avait des espèces, etc., mais que c'était quelque chose de vraiment sérieux et qu'on peut suivre l'historique de cet investissement-là. Par exemple, une personne qui avait un salaire ou qui avait gagné de l'argent et qui avait investi par sa carte bleue sur de l'argent qui était déjà imposé et que cet argent, on peut remonter pour voir et pour suivre vraiment l'historique de tout ce qui s'est passé. Normalement, il n'est pas censé avoir de problème avec les banques, mais il y a une différence entre ce qu'il n'est pas censé et ce qui se passe dans l'actuel. Il y a encore quelques mois, il y a encore 2 mois, la Banque d'Israël a ressorti un communiqué aux banques en leur demandant, en leur interdisant de refuser automatiquement le crypto, parce qu'à l'époque, ils refusaient, ils avaient peur, est-ce que ça allait partir du monde, ça allait pas partir, ils ne savaient pas ce que ça allait être. Mais là, on voit de plus en plus que ça y est, ça fait partie intégrante de la vie. Comme tout à l'heure l'a dit Georges, aujourd'hui, moi, je connais personnellement des personnes qui devaient payer des développeurs ukrainiens et que là, il n'y a aucun moyen, c'était que par Bitcoin, par crypto, etc. Mais c'est des personnes qui déclarent tout, qui sont hyper sérieux. Mais aujourd'hui, la crypto fait vraiment partie de la vie. Donc, aujourd'hui, les banques ont compris ça, la Banque d'Israël surtout a compris ça, et a demandé aux banques, à partir du moment où la personne peut prouver son honnêteté, il n'y a pas de raison. Dans l'actuel, moi, je reçois à peu près, vraiment sans exagérer, entre 5 et 10 personnes tous les 3 jours à ce sujet-là, des personnes qui veulent rapatrier leurs fonds à la banque et que la banque refuse, ils partent dans une autre banque, une autre banque, une autre banque, une autre banque. Aujourd'hui, c'est possible, mais c'est possible en procédure. C'est-à-dire que normalement, une personne qui a un vrai dialogue avec sa banque et qui a
qui a comme interlocuteur le service juridique de la banque et qui lui amène toutes les preuves, toutes les attestations d'experts comptables, etc., que c'était déclaré et qu'il leur donne tous les codes pour qu'ils puissent voir eux-mêmes tout ce qui s'est passé avec les rapports de Binance, par exemple, normalement, jusqu'aujourd'hui, ça a été réussi que par des professionnels, c'est-à-dire des avocats, des experts comptables ou des gestionnaires de patrimoine qui ont vraiment l'habitude, qui ont vraiment un dialogue. Quand on parle d'une somme qui est considérable et que la personne, on peut vraiment prouver par A plus B que tout est bon, il y a eu quelques succès. Mais aujourd'hui, je vous le dis encore, bien que la Banque d'Israël a obligé, c'est toujours très compliqué. Un particulier qui n'a rien, qui ne sait pas écrire de légal opinion ou qui ne sait pas attester et qui peut juste prouver sa traçabilité et juste parler avec la banque comme ça, comme n'importe quelle personne, les banques refusent. Ça veut dire, donc le problème qu'on a pour le Oleh Hadash, il est moins important en Israël tant que les banques n'acceptent pas les fonds. Parce que déjà, pour pouvoir être exonéré de fonds, d'impôts et de déclarations, il faut déjà recevoir cet argent. Maintenant, si on n'a même pas cet argent, donc il n'y a rien à payer comme impôt, comme déclaration. Bien que les impôts, de leur côté, eux, ils s'en fichent. Les impôts, ils vont vous dire, voilà, vous avez gagné de l'argent, vous avez déclaré que vous avez gagné cet argent. Le problème que vous avez avec les banques, c'est votre problème. Il y a même eu une histoire que les impôts eux-mêmes ont régularisé quelqu'un avec un accord que tout était cachère, que tout était bon pour une somme, pour telle somme. La personne a voulu envoyer l'argent à la banque pour payer cette amende aux impôts, que pour l'amende aux impôts, même pas pour lui. Il a demandé à la banque, voilà, j'ai reçu un ruling des impôts, une régularisation spontanée, comme quoi je dois aux impôts 4 millions de shekels. Il a demandé à la banque, prenez cet argent juste pour payer les impôts. C'est les impôts qui l'ont accepté. La banque a refusé. Donc, les impôts eux-mêmes ont pris l'argent en espèces et c'est quelque chose que jamais de leur vie ça a été fait. Et quand ils ont demandé aux impôts, comment vous faites des choses comme ça? C'est une scène hollywoodienne, vous avez amené la personne, vous l'avez fait contrôler par le gardien à l'entrée et tout. Ils ont dit quand les banques vont apprendre à se comporter, nous aussi on va apprendre à se comporter. Donc, c'est-à-dire que même les impôts eux-mêmes sont sortis des banques. Eux, ils disent, nous, on est les impôts. Vous avez gagné de l'argent, vous devez payer des impôts là-dessus. L'établissement bancaire qui a peur aujourd'hui de tout ce qui se passe avec l'échange d'informations, avec le blanchiment d'argent, ils ont peur de leur ombre et ils préfèrent ne pas prendre d'argent plutôt que de prendre l'argent, bien que cet argent-là est complètement régularisé par les impôts. Au jour d'aujourd'hui, on s'occupe, par exemple, moi au cabinet, que vraiment de procédures de personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent à faire entrer, qu'on peut complètement prouver ce qui se passe, mais c'est des personnes aussi qui ont les moyens de payer des frais juridiques, des légales opinions, des procédures aux impôts. Et pas tout le monde, pour un bénéfice de 100 000 ou 200 000 euros, va payer 50 000 euros d'avocat, 10 000 euros de tribunal et tout ce qui se passe par la suite. Donc, aujourd'hui, à mon avis, ça va petit à petit parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit en Israël, cette histoire de banque qui ne veut pas accepter, bien que la Banque d'Israël s'est prononcée là-dessus. À mon avis, moi, je ne peux pas savoir parce que c'est censé être en décembre 2021. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais petit à petit, à mon avis, ça va commencer à se desserrer, bien qu'on sait tous que les banques israéliennes, surtout, sont très, 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 très dures, surtout avec les Français, surtout avec le Olim Hadashim, surtout avec quelqu'un qui n'était pas israélien à l'époque, etc. Et surtout avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Ils sont gentils quand il y a beaucoup d'argent et qu'on peut le régulariser et qu'on est tranquille, mais à part ça, il y a des problèmes. Donc, la déclaration, comme je l'ai dit tout à l'heure, faites-le une fois par an par rapport à vos bénéfices et revenus. Chaque conversion, c'est considéré même un bénéfice. Le Oleh Hadash, pour l'instant, on n'a pas de réponse des impôts, bien que ce n'est pas vraiment important. Moi, ce que j'aurais suggéré aux personnes qui sont Olim Hadashim et qui ont des bitcoins, qu'ils avaient même quand ils étaient avant de venir en Israël, et que ces bitcoins ont monté, je suis enregistré et tout, mais ce n'est pas grave, moi, je n'aurais pas déclaré. Parce que dans tous les cas… Il faudra nous faire une liste des banques, une liste rouge des banques. Ouais, bah c'est toutes les banques, sauf une ou deux gentilles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour le Oleh Hadash, on pose souvent la question, si déjà il ne peut même pas récupérer son argent, et si déjà on peut quand même justifier qu'il avait 10 ans d'exonération sur des revenus qui ont été générés en dehors du territoire, et c'est quelque chose qui était en dehors du territoire, il n'y a pas de raison que d'un côté, on ne considère pas ça comme une devise, mais comme un bien financier ou comme un actif, et d'un autre côté, ne pas considérer ça comme un actif pour les bénéfices, pour les avantages fiscaux. Donc, pour résumer, Oleh Hadash, c'est en suspense, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de loi là-dessus. Déjà que les impôts essayent de régler les Israéliens, après on va voir pour les Olim Hadashim. Les banques, il faut se casser la tête, il faut vraiment se bagarrer. Les banques, automatiquement, vont vous dire non. Si vous êtes vraiment têtu et que vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner et qu'il y a vraiment des enjeux importants, il faut aller jusqu'au bout, ressortir toutes les Ils vous disent non quand même.
Ça dépend. Nous, ils nous ont dit oui quelques fois l'année dernière, mais c'était vraiment qu'en procédure, avec des menaces, avec des trucs, avec des arrangements qu'on a eu avec eux que pour une certaine somme. Ils n'ont pas voulu ramener toute la somme. Bon, mais c'est vraiment, vraiment des négociations qui sont horribles, même pire que ce qui se passait à l'échange d'informations. Et nous, on avait attaqué les banques à l'échange d'informations à la Cour suprême. Ils étaient beaucoup plus gentils que ce qui se passe avec le Bitcoin. Quand ils entendent crypto aujourd'hui en Israël, ils ne comprennent rien, ils veulent rien entendre là-dessus. Ils vous disent, mon agence ne s'occupe pas de ça. Et vous pouvez aller voir, moi j'ai un client qui est venu la semaine dernière, il m'a dit il a fait le tour. C'est un jeune qui a repris de l'argent d'un salaire, rien de grave. Il a fait 15 banques, les 15 lui ont refusé par écrit. Mais les banques se disent poursuivez-moi, au moins on aura quelque chose du tribunal. Mais tant qu'aujourd'hui on ne poursuit pas, c'est compliqué. Je vois que Et avec un virtual IBAN, vous savez, les IBAN sur Internet qu'on utilise pour les sociétés ouais. de e-commerce, etc., se faire livrer les fonds après le processing, si on utilise un compte comme ça à son nom et qu'ensuite on livre, par exemple en dollars, depuis ce compte-là, vers donc de mon nom à mon nom, est-ce que J'ai les banques compris. israéliennes feraient un problème Ouais, ou ça mais passerait? ça aujourd'hui, ça aujourd'hui, c'est la solution intermédiaire. Ce que vous êtes en train de dire, monsieur, là, c'est la solution intermédiaire. C'est la seule solution assez facile qu'on a. Mais là, on se retrouve avec une autre complication. C'est la banque qui va demander la provenance des fonds. Là, on ne parle plus de Bitcoin ou pas Bitcoin. Aujourd'hui, une banque qui reçoit de l'argent, moi j'ai quelqu'un qui a vendu un immeuble en France, l'argent est parti du notaire, avec l'accord, avec l'attestation, avec les impôts qui ont signé comme quoi tout était bon, il a dû attendre 4-5 mois avant de récupérer son argent, alors que la provenance des fonds partait du notaire sur une vente de biens, il avait payé son impôt en France, tout était nickel, il était au décradage et la banque a quand même compliqué. Mais la banque en ligne aujourd'hui, moi j'aurais plus recommandé quelque chose comme ça plutôt que d'essayer de venir de front avec la banque. Parce que là, de justifier une provenance des fonds, c'est des fois des choses qui sont beaucoup plus faciles que de leur faire entrer dans la tête Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Et là, tout de suite, c'est lanterne rouge et ils ne veulent pas faire. Donc, ouais, il faut aujourd'hui, mais il y a des personnes qui vont dans des changes. Je ne recommande rien, moi, mais aujourd'hui, il y a des petites solutions, mais c'est des solutions qui sont temporaires et qui ne sont pas sérieuses et qui sont mal vues par rapport aussi aux impôts, à la Fédération du blanchiment d'argent, etc.